Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Myriam, née en France de parents algériens, nous livre un témoignage dynamique avec un franc-parler qui ne vous laissera pas indifférent. Myriam nous raconte son adolescence et le début de la double vie, ainsi qu'une tentative de mariage arrangé. Myriam dénonce également certaines traditions misogynes et le fléau des mariages consanguins. Il est aussi bien évidemment question de liberté et d'amour, car Myriam est un esprit libre et en couple avec son Jules depuis 14 ans maintenant. Merci Myriam pour ce vent de fraîcheur, un grand bravo et bonne écoute à tous. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 46 ans. Je suis née à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Je suis né en France et mes parents et moi-même, nous sommes d'origine algérienne, du côté de Oran. Je viens d'une famille, d'une fratrie de 4 sœurs et un frère. Mes 2 parents sont algériens et cousins germains. Voilà, donc eux-mêmes, ils ont été mariés, via un mariage arrangé. Et donc, je voulais parler, un peu de mon adolescence, pouvoir échanger, sur, ma période, sentimentale, et un peu ma bataille finalement contre, tout ce que j'ai pu, vivre sur mon adolescence jusqu'à l'âge de maintenant 46 ans. Donc jusqu'à mon enfance, ça a été relativement, normal et épargné. Je n'ai pas eu de problématiques particulières. C'est-à-dire qu'on a été assez préservés au final et on n'avait pas aussi toutes ces problématiques, liées au voile. C'est-à-dire que mes parents ne nous ont jamais emmenés à la mosquée. Je ne sais absolument pas faire la prière. Je parle l'arabe, couramment, ça pas de problème. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas cette emprise en tout cas du religieux comme on peut le constater maintenant, sur certaines familles. Et donc sur l'enfance, pas de problématique. En revanche, à l'approche, de l'adolescence, vers 15-16 ans, on a commencé à avoir des réflexions. C'est-à-dire que souvent quand j'avais de la famille qui venait chez mes parents, c'était: «Ah bah, vous avez plein de filles à marier», parce que pour le coup, 5 sœurs, il y avait du monde et c'était: «Ah oui, donc il faut aller faire le ménage». Enfin des petites réflexions, nous sur le coup, on faisait pas attention, c'était de la rigolade. Mais on a eu, après pendant l'adolescence, moi je l'ai pas super bien vécu parce que j'étais pas, à l'aise dans mon corps, j'étais pas bien et donc avec mes parents, ça a commencé à devenir compliqué. Avec mes sœurs aussi, hein, on n'avait absolument pas le droit de sortir. C'est-à-dire que quand on allait au collège, il fallait une fois que c'était fini, il fallait rentrer. Donc interdiction, de sortir, de voir des amis, même en après-midi, hein. Même de prendre le bus pour aller au centre commercial, c'était l'expédition. Et donc tout ce qui était fête d'anniversaire, tout ça, on oublie. Parce que passé un âge, en fait, où quand on a un corps qui se forme et qu'on devient femme, ça devenait compliqué, de pouvoir sortir. Mes parents, voyaient vraiment le mal partout. Ils s'imaginaient que, voilà, limite on sort dehors, on allait coucher avec tout ce qui bouge, donc c'était un peu compliqué. Ça c'est pour la partie adolescence, et donc après, je vais quand même intervenir sur ma croyance, en Dieu, puisque j'ai vraiment eu un basculement à l'âge de 15-16 ans. J'ai toujours cru en Dieu quand j'étais jeune, je faisais le ramadan, on faisait l'Aïd, mais toute proportion gardée, rien à voir avec ce qu'on peut avoir maintenant. C'est-à-dire, où on nous faisait rater l'école et ça, mon père là-dessus a toujours été un peu en avance, je vais me mettre un peu en porte-à-faux, mais c'était de nous dire que comme on est en France, il fallait aller à l'école et que si on voulait vivre en tant que religieux pratiquant, il fallait retourner au bled. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Et donc j'ai perdu la foi à partir de 15 ans. Et ça, j'arrive à le situer assez clairement puisque j'étais à un mariage. Donc les femmes étaient dans la cuisine. Et il fallait d'abord servir les hommes, et il fallait que nous, on vienne manger limite après les restes. Et ça m'avait choqué, parce que je comprenais pas pourquoi, nous, en tant que femmes, on devait toujours passer au second plan, on devait tout faire. Ça, c'est déjà des éléments qui commençaient à me travailler de manière instinctive et inconsciente. Et puis, alors un jour, on avait un imam dans le quartier qui était en train de faire un cours aux garçons, et moi j'ai passé à côté, et il leur dit, bah voyez-vous, là, la fille qui est là, eh ben, elle a moins de chances de rentrer au paradis parce que c'est une femme. Alors je trouve, enfin 50% quand même, et je trouvais ça fou parce que je me disais mais je n'ai absolument rien fait. Et quelque part le fait d'être une femme, eh ben on était condamné à finalement on était un peu le mal incarné, la mauvaise personne, et voilà, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai commencé à me poser des questions. Je trouvais l'islam tellement injuste et inégalitaire
que pour le coup, j'ai commencé à m'en éloigner rapidement. Après, j'ai eu cette chance, quand j'étais petite, mes parents ne nous emmenaient vraiment pas beaucoup au bled. Parce que c'est un coût hein, d'emmener une famille de 8 personnes au bled, entre la traversée du bateau et tout ça. Ça représentait un sacré budget, donc je pense que j'ai pas forcément baigné dans ce background d'aller en Algérie, ou même au Maroc, hein, parce que l'Algérie, avec la guerre civile, ça a été compliqué. On allait quand même un peu plus au Maroc. Mais si je comptabilise, je suis allé peut-être en toute ma vie, je suis allé 3 fois. 3 fois au bled. Donc effectivement, j'étais un peu coupé de tout ça, en sachant que mon père était un peu libéral sur les bords, mais pas non plus. C'était pas un daddy cool, hein, faut pas rêver. Donc effectivement, j'ai pas forcément eu cette influence. Donc pour en revenir après à ma perception en tant qu'adolescente, moi je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas aller à des anniversaires, sortir, ou même avoir un copain. Ça c'était inimaginable de toute façon, hein. Mon père c'était clair et net, mais c'était surtout très affirmé chez ma mère. Et c'est là où c'est une question, enfin, c'est une question qui m'a toujours préoccupé, dans la mesure où je me disais que finalement, en tant que femme, elle a subi ça, mais elle n'hésite pas elle-même à le refaire à ses filles. C'est là où j'ai compris après coup qu'effectivement le rôle de la mère était quand même très prenante, et c'était quand même elle qui était gardienne de toutes ces vieilles traditions, et traditions un peu misogynes finalement. Donc passe l'adolescence. Donc après de toute façon, comme je disais, c'est une période que j'ai pas forcément vécue, hein. J'étais un peu obèse avec de l'acné, donc bon, j'ai envie de dire là pour le coup j'ai pas de problématique à me faire draguer. Arrivé vers l'âge de 20 ans, ben, forcément, l'université, donc je me mets au sport et effectivement, je vais mieux. Et là, j'ai commencé à vouloir sortir. Et là, ça a été très compliqué parce que j'avais pas le droit. Mais j'avais cette porte de sortie, l'université, qui me faisait pour le coup, qui me donnait des raisons et des motifs pour pouvoir bouger. Donc mes parents se posaient moins de questions. Je me revois à refaire des plans, à dire à mes parents, ouais, je vais en Belgique, je suis invité chez une amie, alors que c'est pas vrai du tout. J'allais voir un mec, enfin bref, des trucs complètement tirés par les cheveux. Et donc pendant allez 3 ou 4 ans, j'ai vécu comme ça à faire des plans loose day avec des copines qui essayaient de me couvrir avec des alibis. Et donc j'arrivais quand même à avoir un semblant de vie entre guillemets occidentale normale, où je me sentais quelque part libre de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc l'année de ça devait être dans les 23 24 ans. Mes parents me disent ah bah écoute, on t'offre un voyage au Maroc. J'avais trouvé ça bizarre, j'aurais dû me méfier parce que mes parents m'offrir des vacances, je trouvais ça louche. Mais bon, j'étais pas non plus, j'ai envie de dire, inconsciente, hein. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et bon, après, moi, j'ai toujours eu un goût du challenge et de l'aventure. J'y suis allé. Et effectivement, à l'aéroport, hein, je crois que c'était à Oujda, et j'avais mon futur mari qui m'attendait. Et donc, bon, j'étais quand même pas surprise, mais quand même, je trouvais ça assez gonflé de mes parents de me préparer un mari là-bas. Et donc, mon futur mari m'a demandé si j'avais tous les papiers pour pouvoir passer devant la préfecture du Maroc, en fait, qu'on appelle aussi des radés. Je lui dis, pardon, donc même n'importe quoi. Bon, moi, à l'époque, j'étais célibataire et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas tenter? Donc, on a commencé à discuter, mais alors j'ai vu la bêtise crasse de cette personne de me dire que j'avais pas le droit de travailler, pas le droit de sortir. Et je suis rentré au bout d'une semaine, alors que j'étais prévu pour rester 3 semaines, hein. J'ai fait un scandale, je voulais rentrer. Et je suis rentré et je lui ai dit, bah écoute mon vieux, déjà que j'écoute pas mes parents, je vais certainement pas t'écouter. Donc après, je suis revenu en France et j'ai commencé à fréquenter un garçon et j'ai décidé d'aller m'installer avec lui. Donc celle-là, ça a été la partie, je pense, peut-être la plus dure de toute ma vie. Je revois ma mère qui me dit je vais mourir à cause de toi, tu te rends pas compte de ce que tu me fais, c'est la honte, t'es la honte de notre famille. Et donc voilà, à pleurer, moi j'étais pas bien hein, parce que j'ai toujours été, mine de rien, on a la famille qu'on a, mais ça reste notre famille. Et donc j'ai vécu peut-être 2 ou 3 ans à ne pas parler à mes parents. Ils refusaient de me voir, hein, que ce soit mon père ou ma mère, hein. J'ai ma sœur entre-temps, Fatima, qui elle avait épousé une connaissance de ma mère, donc mariage arrangé, et qui venait d'accoucher. J'avais été là, elle voulait même pas me voir, hein. Quand elle me voyait, elle changeait de trottoir. J'ai pas été voir son enfant à l'hôpital parce que de toute façon, elle voulait pas que je vienne. Ça a été très très compliqué à gérer. Je me suis imposé au mariage de mon frère qui à l'époque se mariait à cette période et ils ont limite pas voulu que je sois sur les photos. Donc ça a été vraiment compliqué à gérer. Même si j'ai jamais perdu de vue, moi, cette liberté que j'avais chèrement acquise, je voulais pas la lâcher. Et donc effectivement, j'ai vécu quand même une sorte de d'ostracisme. On ne me laissait pas côtoyer mes neveux et nièces, hein. Donc pour en revenir à mes sœurs, il faut savoir que sur mes enfin 4 de mes sœurs, pardon, il y en a 3 qui ont fait des mariages arrangés. Donc sous l'égide de ma mère, qui leur a fait pour mes 2 sœurs épouser ses neveux respectivement, donc mes cousins germains. Et c'est des gars du bled, hein, donc tout très misogyne dans leur façon de faire. Donc ceux-là ont décrété que je n'avais absolument aucun droit de visite sur les enfants.
que je ne voulais, qu'il fallait pas que je les voie parce que j'étais le diable incarné, que je finirais en enfer, hein. Ça a été loin, mais ils m'ont limite menacé. Bon, après, ils savaient que je n'hésiterais absolument pas à aller voir la gendarmerie ou la police, donc ça les a quand même tenus à distance. Mais ça s'est, voilà, ça a été comme ça jusqu'au décès de mon papa, donc qui est intervenu en 2012. Là, la donne a changé. Parce que mon père était là un peu, en quelque sorte, un protecteur, puisqu'il faut savoir qu'effectivement, il m'a pas parlé pendant 2 ans. J'avais été quand même le voir à l'hôpital parce qu'il souffrait du cœur. Il avait finalement accepté, ce qui est très étrange. Bon, pas forcément de rencontrer mon conjoint ou de lier conversation avec lui, mais voilà, il acceptait, ou du moins il tolérait cette situation qui, même pour lui, voilà, il a compris que de toute façon, il n'avait pas la main dessus. Et donc, au décès de mon père, mes beaufs ont repris le dessus. Et ils ont vraiment voulu complètement me couper de la famille. Donc c'est très étrange, mais j'ai quand même plus bataillé contre mes beaux-frères, qui pour eux, venant du bled, comme mon père n'étant plus là et que mon frère était encore trop jeune, ils ont décidé de reprendre le lead sur la famille. Donc ça a été un peu compliqué à batailler. Mais j'ai trouvé en fait une alliée de poids, ma grande sœur, qui entre-temps, elle a divorcé de son mari blédard, entre guillemets, qui en a eu marre. Qui en a eu marre, qui a pété un câble et du coup elle l'a mis dehors et voilà, c'est séparé et elle a repris le lead et c'est nous qui avons nous-mêmes financé l'enterrement et le rapatriement du corps de mon papa. Et ça a déplu à mes beaux-frères qui se sont dit que c'était pas une affaire de femme mais une affaire d'homme. Nous on n'a pas lâché parce qu'on leur a dit c'est notre père et de toute façon c'est comme ça et c'est non négociable. Mais voilà, à aujourd'hui, je n'ai toujours malheureusement pas de contact. Enfin, malheureusement pas, oui et non, j'ai envie de dire, parce que des gens comme ça, il vaut mieux s'en couper. Mais je n'ai toujours pas de contact avec mes beaux-frères. Et de toute façon, ils en veulent pas. Mais j'ai pas de regrets, honnêtement. Voilà. Après, donc, pour mes deux autres sœurs qui, elles, sont dans des mariages arrangés, parce que ma grande sœur a réussi à s'en sortir, c'est très compliqué. Je vois mon autre sœur Arma, la pauvre, mariée, 4 enfants, avec mon cousin qui est plus âgé qu'elle de 12 ans, et il lui fait une misère. Enfin, je la reconnais plus. En fait, je voyais ma sœur toute pimpante et jolie quand elle était jeune, et là, elle porte le voile. Je la reconnais plus, ça me fait mal au cœur parce qu'on n'a pas du tout été élevés comme ça. Et il la maltraite, il la tape et tout ça. Donc c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que moi des fois j'ai envie d'intervenir, mais je vois bien qu'elle de toute façon, je pense qu'elle est sous emprise. Elle a du mal à voir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. En revanche, je voulais rebondir sur le cas de ma nièce qui m'a contacté. Donc la fille de ma sœur, celle qui est avec mon beau-frère pas sympa, qui m'a contacté, qui fréquente une personne des îles, et ça se passe pas du tout très bien, puisque comment dire, le papa, déjà que sa fille sorte avec un garçon, c'est intolérable, mais en plus un Antillais, donc un noir, ça passe absolument pas. Et donc elle m'a appelé pour prendre conseil, et ça m'a fait plaisir quelque part. Elle m'a dit, mais comment j'avais moi surmonté toute la partie relation avec mes parents, donc ses grands-parents, comment j'avais réussi à m'en sortir. Et je lui ai dit qu'il fallait quelque part s'accrocher. Donc, voilà, je lui ai donné des conseils, mais ce qui me fait de la peine, c'est surtout que ma sœur, qui a quand même grandi avec nous, que je connais, puisse en arriver à balancer sa fille entre guillemets, à essayer de la taper, pour l'empêcher finalement de pouvoir exprimer et vivre ses sentiments. Je trouve ça juste hallucinant parce que mes sœurs, elles sont toutes nées en France, donc elles ont reçu l'éducation d'ici, quelque part, ce côté un peu éclairé. Et je me rends compte que finalement, tout ça pour faire plaisir à une pseudo communauté, culture, et on est prêt à laisser souffrir ses enfants. Je trouve ça juste voilà, hallucinant. Il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Après, pour en revenir à ma mère, donc suite au décès de mon père, elle est un peu en retrait, mais disons que plus c'est plus compliqué pour elle puisqu'il y a moins mon père en fait, donc elle a un peu pas moins d'autorité, mais voilà. Et souvent, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle a toujours tendance à aller chercher l'aval et le côté bénédiction via mes beaux-frères. Il faut rien faire pour leur déplaire, en fait. Et donc, je me souviendrai, il y a peut-être 3 ou 4 ans de cela, ils ont organisé un barbecue. Je vis plus à Paris, mais je remonte de temps en temps parce que j'habite en province. Et donc, ma mère, elle me dit, mais t'as qu'à venir. Et quand je suis venu, j'ai vu l'hostilité, donc je suis reparti assez vite et je me suis dit, ben zut, finalement, 15 ans ou 20 ans après, ça n'a pas bougé d'un iota. Et je vois bien que ma mère, aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle. J'ai 2 enfants, donc, avec mon conjoint et ça passe pas forcément. Elle les voit, elle les accepte parce que pour elle c'est des enfants et que les enfants ils ont rien à voir dans ça, mais elle n'a jamais rencontré mon conjoint et elle ne le rencontrera jamais. Donc moi je sais que du côté de mon conjoint, sa belle famille me demande toujours pourquoi on peut pas connaître ta mère, pourquoi on peut pas voir tes autres familles. Et je leur dis souvent que moi-même, étant de ce milieu-là, j'arrive déjà pas à me faire inviter moi-même à des mariages et tout ça, hein. Je suis complètement blacklisté.
Mais avec le recul, honnêtement, la liberté n'a pas de prix, hein. Je préfère être libre comme je suis, quitte à me couper des gens qui sont finalement, mauvais, malveillants, méchants. Si c'est pour, faire, plaisir à certaines personnes, jouer sur des convenances et être hypocrite et être malheureuse, franchement, ça ne me dit rien et je refuse, en tout cas maintenant, de rentrer, dans ce genre de mascarade. Dans la mesure où avant, effectivement, j'avais toujours essayé d'aller chercher le contact, d'essayer d'arrondir les angles, de me dire: «Bon, on peut quand même essayer de voilà, de changer les choses», parce que j'avais même vu pour pouvoir convertir mon conjoint, pour qu'il puisse, passer, au niveau de la famille. Et puis, je sais plus avec qui je parlais, mais il m'a dit: «Mais attends, si toi, il t'avait demandé de convertir au catholicisme, est-ce que tu l'aurais fait?» Et ben, moi, la question était non. Je voulais pas moi et je me suis dit: «Dans quoi tu t'embarques? Ça ne te ressemble pas. Tu t'es toujours battu contre ces idioties, cette mascarade. Tu vas pas toi-même aller te mettre dans ce système, complètement hypocrite». Donc j'ai refusé, voilà. J'ai rencontré mon conjoint actuel, ça va faire maintenant, 14 ans qu'on est ensemble. J'ai 2 enfants, donc c'est un «Français de souche» entre guillemets, même si je n'aime pas cette expression. J'ai moi-même volontairement, en fait, cherché à travers les rencontres, les sites de rencontres, un Français de souche. Non pas que je sois raciste ou autre, mais je savais très bien malheureusement que si je restais dans la communauté maghrébine, ça allait être compliqué parce qu'il y a toujours on sait comment, les mecs fonctionnent dans dans ce milieu-là et moi je ne voulais absolument pas, me retrouver dans une situation, comme mes sœurs ou autres. Après, bon, sans tomber dans la caricature non plus, puisqu'il y a des gens très bien aussi, hein, mais alors ils se cachent parce que j'en ai pas forcément croisé. Voilà, donc j'ai rencontré mon conjoint actuel, Jules, et donc effectivement, on a 2 enfants ensemble. Donc à la naissance des enfants, ça a été pour le premier, ça a été très compliqué de l'annoncer à ma mère. Bon après elle était pas dupe, hein, parce qu'elle savait que je vivais avec lui, mais j'avais peur, j'appréhendais, savoir quelle relation elle allait entretenir avec, mon garçon. Et en fait, eh ben, comme c'est un garçon, ça s'est très bien passé. Il y a eu histoire de la circoncision, sur laquelle je n'ai pas accéder à sa demande parce que ça a toujours été, quelque chose, je veux la il faut le circoncire, il faut lui faire la circoncision et moi je ne voulais pas parce que moi j'assimile ça à de la mutilation. Je me disais: «S'il a un problème médical, soit, mais si c'est juste pour les convenances et faire plaisir à un tel, c'est hors de question». Donc ça là, voilà, elle a un peu du mal parce que j'ai pas lâché sur la question. Mon fils maintenant a pas loin de 12 ans et ça se passe très bien. Voilà, donc ça, j'ai pas cédé sur la question et ma mère, voilà, entretient des relations avec mes enfants correctes. Elle est très gentille, hein, très mamie gâteau, d'ailleurs ça me surprend. En revanche, avec mon conjoint, c'est une fin de non-recevoir, hein. Ils se parlent pas, ils ne se voient pas. D'ailleurs, mon conjoint monte jamais, hein, voir ma mère, il a jamais été convié ni rien. Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué parce que moi, dans sa famille, je suis invité aux fêtes, on me sollicite tout le temps, on me fait des cadeaux et tout ça, alors que lui, par contre, c'est le blackout total. Le pauvre, il est pas convié, ça m'embête un peu pour lui. Lui, il me dit que non, mais moi, ça m'embête parce que je me dis quelque part, c'est une forme de racisme. En fait, ils ne le connaissent pas et ils veulent même pas faire l'effort de le connaître. Et je trouve ça juste dommage, tout ça parce que il est français. Et c'est vraiment ça. Quand je repense à ça, ça me fait sortir de mes gonds parce que j'ai juste envie de leur dire que c'est vraiment des réactions de merde, hein, il y a pas d'autre terme, et que c'est dommage. Après, bon, je suis pas stupide, hein, ni naïve, hein, je sais bien que voilà, ça va à l'encontre. J'ai beau me dire que ma mère est comme ça, c'est ses traditions, on peut accepter, on peut tolérer, parce que voilà, quand on a grandi dans un milieu comme ça, c'est pas simple. Mais après, j'ai envie de dire, moi-même, j'ai grandi dans un milieu, alors pas trop sévère ni trop religieux, mais quand même, mais ça m'empêche pas de penser différemment et d'aller vers les autres, de pas forcément être sur de l'aspect de que va en dire la communauté, qu'est-ce qu'on va en dire les autres, parce que ma mère, globalement, c'est vraiment sa jauge en termes de valeur morale. C'est-à-dire que si les gens trouvent à redire sur, une façon de on se comporte entre guillemets «pas bien» ou bien, eh bien, pour elle, c'est déterminant et ça va justement, donner une incidence sur sa façon de penser et ça m'énerve parce que je me dis quelque part, c'est vraiment manquer d'esprit critique ou même de pas pouvoir être libre quelque part, de toujours vouloir se plier à cette, communauté, qui finalement, enferme les gens plus qu'elle ne les libère, quelque part. Et je voulais faire aussi émerger qu'il y a des problématiques, de personnes comme moi qui sont nées, qui sont grandies en France, qui ne peuvent pas aujourd'hui s'épanouir et pouvoir choisir la personne qu'elles aiment. Et on en arrive en fait à une sorte de dichotomie où la personne essaye de plaire à sa communauté, mais en même temps essaie de pouvoir atteindre son propre bonheur personnel. Et des fois, bah, ça rentre, souvent d'ailleurs, ça rentre en confrontation, parce que quelque part, pour faire plaisir à la communauté, à la famille, c'est se mettre soi-même comment dire, en état malheureux. Alors qu'il suffirait de faire bouger les choses et de pouvoir casser justement ce côté où la femme est cantonnée à une simple
esclave entre guillemets et qu'elle n'a absolument aucun droit, que c'est juste en fait une sorte de représentation de la femme au foyer qui ne peut rien faire d'autre, qui ne peut pas décider, qui est une éternelle mineure, hein, comme on a le cas en Algérie. Voilà. Si j'ai envie juste de finir, c'est sur une note et même plusieurs notes positives, puisque malgré le fait qu'on puisse se sentir seul, démuni ou dépassé, il y a toujours une façon d'avancer. C'est de rester droite dans ses bottes, de ne céder à rien et de se blinder en termes de sentiments. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait comme choix. Et j'ai envie de dire 20 ans après, je n'ai aucun regret. Si j'avais pas fait ce choix-là, je serais actuellement pas libre. Je serais pas libre de faire ce que je veux. Je serais pas libre de sortir, de sortir, de voir des gens, de rencontrer, d'aller me promener, de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc là-dessus, il faut vraiment rester focus sur ça. Ça, ce n'est pas facile dans la mesure où on se coupe de sa famille. Et cette famille, même sur la critique, et ben mine de rien, c'est notre famille et on l'aime, même si elle a tous les défauts du monde. Mais vraiment, il faut rester focus là-dessus et vraiment pas se dire ah ben, tant pis, je vais essayer de faire des... Non, surtout pas, parce que ça serait se perdre au profit de d'autres personnes qui n'ont absolument aucun intérêt. Si c'est votre famille, de toute façon, la famille comprendra, entre guillemets, ou de toute façon, elle n'aura pas tellement de choix, elle sera obligée de se plier à la situation. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la mienne. Je conclurai juste en disant que j'ai eu là dernièrement ma nièce qui m'a appelé, qui, voilà, quelque part reprend le flambeau 20 ans après, qui m'a demandé conseil de comment moi j'avais géré la situation. Et ça me fait plaisir parce que moi, j'ai pas eu cette aide-là. Finalement, c'était une autre époque aussi, c'est différent. Et je me dis quelque part que elle a osé se confier à moi sur ce qu'elle avait, sur ce qu'elle éprouvait pour son copain, comment elle voyait sa vie. Et j'ai trouvé ça formidable parce que je me dis quelque part tout n'est pas perdu et donc il faut continuer à faire émerger ces témoignages parce qu'on n'est pas finalement on est moins seul qu'on ne le croit. Il y en a beaucoup, mais malheureusement on va mettre d'autres histoires en avant et pas forcément ça. Donc il y a vraiment les choses bougent et dans le bon sens j'ai envie de dire. Et donc on n'est pas ne pas oublier qu'on n'est pas seul en fait. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider. Voilà. Mais en tout cas, il faut rester droite dans ses bottes puisque le chemin, le bout du chemin en vaut la peine.